Je vais maintenant passer la parole à Madame Mamzer. Merci beaucoup. Alors, évidemment, je ne suis pas la directrice du laboratoire d'éthique médicale, c'est Christian Hervé, je n'en suis que l'adjointe. Je crois que c'est important de resituer les choses. Et je vais parler aujourd'hui en mettant à la place d'un président de comité de protection des personnes, parce que finalement, les comités de protection des personnes jouent un rôle important dans la régulation de la recherche, en tout cas en France. Et la question peut se poser, et c'est celle à laquelle je vais essayer de répondre, non pas de répondre, mais enfin en tout cas c'est celle que je vais discuter. Est-ce que la déclaration d'Helsinki est aujourd'hui un texte de référence qui répond aux besoins des comités de protection des personnes? Ça se réfère donc à l'article 2 du préambule de la déclaration d'Helsinki qui dit que l'AMM invite les autres personnes engagées dans la recherche médicale impliquant les êtres humains à adopter ces principes. Alors, la recherche en France est encadrée, comme vous le savez tous, par plusieurs lois, et en premier par la loi Hurier-Seruskla. Donc, c'est un double honneur que d'être à cette table avec vous, Monsieur Hurier, et bien sûr, à côté de vous, Monsieur Amezen. Je me sens vraiment toute petite. Mais c'est la loi Hurier-Seruskla qui définit les contours des recherches interventionnelles en France, précise les conditions de leur légalité et les conditions de leur autorisation. Les comités d'éthique de la recherche ont été créés en France par cette loi en 1988, d'abord sous la forme de comités consultatifs, puis depuis 2004, à l'occasion de la dernière révision de cette loi, par des comités de protection des personnes. Et cette dernière révision de la loi a ainsi érigé les comités de protection des personnes au rang d'instance de régulation de la recherche, car aucune recherche ne peut avoir lieu en France aujourd'hui sans qu'un comité de protection des personnes ait donné un avis favorable avant qu'elle ne commence. Les missions des comités de protection des personnes sont définies par cette loi autant pour la régulation de la recherche interventionnelle que pour la régulation des recherches qui portent sur les échantillons biologiques d'origine humaine et en particulier les recherches qui portent sur ces échantillons alors qu'ils ont été collectés par le passé, le plus souvent dans le cadre du soin, mais parfois dans le cadre d'une recherche, et que des chercheurs désirent effectuer une nouvelle recherche par le biais de ce qu'on appelle une requalification. Et cette démarche est complètement légale et encadrée en France, non pas par la loi Hurier-Seruskla modifiée, mais par la loi de bioéthique depuis 2004. C'est là où les comités de protection des personnes se sont vus confier une responsabilité énorme. Pourquoi ? Parce que c'est finalement la seule instance qui va avoir la mission en France de regarder et d'examiner les questions en lien avec l'éthique qui peuvent se poser dans les recherches, aussi bien interventionnelles que ces fameuses recherches sur échantillons. Et pour avoir encore plus de responsabilités, les comités de protection des personnes ont ce pouvoir que d'accorder des dérogations aux chercheurs à l'obligation légale d'informer la personne source du fait qu'une recherche est envisagée à partir d'échantillons qui ont été collectés dans un cadre complètement différent et collection pour laquelle les personnes ont donné leur accord, ont donc signé un fameux consentement éclairé à la lumière de ce que les médecins ou les chercheurs avaient dans la tête à ce moment-là. On rejoint cette question de la difficulté du temps qui passe et des possibilités actuelles de la recherche, de son évolution et donc du changement possible de devenir de ces échantillons. Il y a une autre loi en France qui encadre les recherches et qui jusqu'à aujourd'hui ne concerne pas les comités, qui est la loi Informatique et Liberté. Or, la loi Hurier-Seruskla va sans doute être très bientôt remplacée par la loi Jardé, comme vous le savez, qui prévoit que les comités de protection des personnes aient également un rôle dans la régulation des recherches dites non interventionnelles. Et là, moi, j'entends la recherche sur données de santé. Ces comités de protection des personnes se voient donc à la tête
d'une responsabilité dans la régulation de ces différentes recherches et ont parfois de très grandes interrogations quant à la réponse qu'ils vont avoir à donner aux promoteurs. Et c'est là que je me suis plus particulièrement intéressée à la pertinence pour eux de se retourner vers un texte d'éthique, de référence en éthique de la recherche, comme celui de la déclaration d'Helsinki. Et à ce titre, malheureusement, il me semble qu'il y a un certain nombre de limites pour dire que ces textes doivent constituer pour eux le texte de référence. D'abord parce que nous avons aujourd'hui un cadre légal qui est contraignant, contrairement à la déclaration d'Helsinki, et qui définit d'une façon extrêmement précise les conditions de recevabilité des recherches. Et les comités, à l'intérieur de ce cadre, en tout cas pour ce qui concerne les recherches interventionnelles, ont encore un peu de place pour leur réflexion éthique, à propos d'ailleurs d'un certain nombre de sujets qui ont été évoqués cet après-midi, le placebo, etc. Mais se sont investis désormais de ces nouvelles missions que, à moins que je ne l'ai mal lu, qui ne sont pas abordées par la déclaration d'Helsinki. Car si la déclaration d'Helsinki, à l'occasion de ces différentes révisions, et en particulier lors de la révision de 2000, a introduit dans son champ la question de la recherche sur les échantillons biologiques humains, si en 2008, elle y a ajouté la question des recherches portant sur des données identifiantes, en réalité, ces ajouts semblent un peu comme des rustines. Il n'y a pas eu un procès de Nuremberg pour prendre conscience des risques qui sont éventuellement assortis à l'utilisation de ces échantillons biologiques humains et à l'utilisation de ces données personnelles de santé. Par ailleurs, les comités de protection des personnes sont des comités constitués de gens dont la moitié est représentant de la communauté scientifique, dont seulement 4 sont nécessairement des médecins, et l'autre moitié, des 14 membres, est représentée par des représentants de la société dite civile, qui sont censés ne pas être en collusion avec le milieu de la recherche. Leur interlocuteur dans les recherches aujourd'hui n'est plus un médecin, c'est un promoteur, celui qui prend la responsabilité et assure le financement de la recherche, s'organise pour que les moyens lui soient offerts. Et on voit bien que, de par le fait même de la constitution de ce dispositif, une déclaration, comme l'a rappelé M. Hurier, écrite par des médecins pour des médecins, n'est pas forcément la déclaration qui va les aider le mieux possible, puisque, comme ça a été rappelé, sa rédaction s'est faite dans un esprit, bien sûr avant tout éthique, mais avec une visée déontologique. Alors, évidemment, par chance et parce qu'elle est bien faite, nos lois se sont en gros collées pour les recherches interventionnelles aux exigences ou aux recommandations de la déclaration d'Helsinki. Le problème, c'est que je crois qu'on est vraiment, quand on lit dans le détail, et j'ai vraiment beaucoup cherché dans une conception de la recherche qui est un peu datée et qui ne semble pas correspondre à l'avenir de la recherche qui a été ébauché par M. Schneeweiss tout à l'heure. Parce que la grande orpheline de cette réflexion aujourd'hui, c'est la médecine personnalisée. Et en fait, la médecine personnalisée, en tant que médecine translationnelle, c'est une recherche avant toute chose, et une recherche qui part du lit du malade, mais une recherche aussi qui part du laboratoire d'analyse médicale qui peut prélever des sujets sains. Ce nouveau paradigme médical, pour l'instant, se développe avec des véritables plateformes de ressources de recherche qui émergent un peu partout, comme des champignons à l'automne, et sont à l'origine d'une possibilité énorme de recherche. Les outils du big data ont complètement démultiplié en plus ces capacités de progression et de recherche. Et malgré, évidemment, les intérêts et toute la bienveillance, tout l'esprit de bienfaisance dans lequel ces recherches se développent et doivent se développer,
il me semble qu'avant qu'il y ait un procès, avant qu'il y ait un scandale, il serait intéressant pour la société, pour les malades, mais pour les citoyens, qu'une réflexion en profondeur soit faite sur ces fameuses recherches non interventionnelles. Pourquoi ? Parce que ces recherches, finalement, qui portent principalement sur la génétique, avec des outils qu'on vient d'aborder, qui sont des outils d'une puissance extraordinaire, vont aller puiser dans les secrets des gens, les secrets y compris ceux qui sont ignorés d'eux-mêmes. Et à partir de ces secrets, parce qu'on a un système performant, avec une visée qui est celle de faire progresser la science, faire progresser la connaissance en matière de facteurs de risque de développer des maladies, dans un premier temps, alors que notre société n'y est pas préparée, on risque de se retrouver dans la situation d'augmenter le nombre des vulnérabilités et de permettre, aux dépens des gens qui sont parfois même pas au courant qu'on fait ces recherches à partir de leurs échantillons et de leurs données, car la France, dans sa grande sagesse, a considéré que la recherche d'une non-opposition suffisait pour utiliser ces échantillons et données à visée de recherche. Eh bien, les résultats de ces recherches risquent de permettre d'aboutir à des stigmatisations des personnes pour lesquelles de nouveaux facteurs de risque auront été découverts. Et le problème, c'est que l'anonymisation ne règle pas ce risque de stigmatisation. Pourquoi ? D'abord parce que, premièrement, cette anonymisation, aujourd'hui, elle n'existe pas, elle n'est pas possible, et elle est régulièrement, délibérément évitée au nom d'un principe éthique qui me semble extrêmement important, qui est celui de la réciprocité, tel que je l'entends dans ce contexte, c'est-à-dire la possibilité de revenir informer cette personne d'une maladie qu'on lui aurait découverte et pour laquelle on aurait un traitement à lui donner. À ce titre-là, il ne semble pas en effet raisonnable de procéder à une anonymisation systématique. Mais le secret qui va être découvert à partir du décortiquage de ces échantillons, à partir de la fouille de ces données de santé, même s'il est anonymisé, ne permettra pas à la personne d'être protégée dans la société d'aujourd'hui qui n'y est pas préparée. Pourquoi ? Car même des résultats de données agrégés vont permettre d'assortir à certains individus des risques qui vont permettre de diminuer leurs chances à l'égalité de leurs droits vis-à-vis notamment du système assurantiel. Alors, il me reste 1 minute, donc je vais juste rajouter que cette façon qu'a eu la déclaration d'Helsinki de mettre tout ça dans le même sac en disant que finalement, ce qui compte, c'est que la personne soit informée et qu'elle ait donné un consentement d'y éclairer, est une façon qui montre bien à quel point, pas plus que la société aujourd'hui, cette association médicale mondiale a conduit cette réflexion. Car la responsabilité qu'on déporte sur le patient, qui, au mieux, a donné un consentement sans avoir conscience de ce à quoi il consentait, est une responsabilité qui incombe en principe à la société et qui passe par le fait de repenser notre système d'accès aux soins et d'accès au droit à l'assurance. Voilà, donc je salue la déclaration d'Helsinki qui a permis vraiment de nous servir de phare pour la gestion des recherches interventionnelles, mais je regrette qu'on n'ait pas encore inclus dans cette démarche une réflexion sur cette médecine recherche personnalisée. Je vous remercie.